qui m'a frappé dans cet après-midi, dans ces deux tables rondes, c'est que, d'abord, c'est la richesse donc, et la variété des témoignages. C'est la première chose. Au fond, il y a eu beaucoup de réponses apportées à cette question du rôle de l'éducation en matière d'égalité, mais on n'a pas parlé que d'éducation. Très loin de là, d'ailleurs. Et d'une certaine manière, d'ailleurs, on a aussi parlé on a parlé du fait de savoir si, disons, l'éducation à l'égalité, enfin, quel rôle avait l'éducation à l'égalité dans la production de l'égalité dans le monde du travail. Et ce rôle de l'éducation apparaît, au fond, complexe, car on a autant parlé de lutte, d'engagement, d'expérimentation, que d'éducation au sens propre du terme, d'éducation, de formation, de sensibilisation. En d'autres termes, à la question posée de savoir s'il faut éduquer pour agir, on pourrait dire qu'on a répondu que éduquer c'est bien, mais qu'agir c'est mieux. Et au fond, une question fondamentale est apparue ici, de manière sous-jacente au débat, mais de manière, à mon avis, tout à fait passionnante, sur la question de savoir ce que c'est que l'égalité et comment y arriver. C'est la question de savoir si la meilleure formation à la matière n'est pas celle qui est issue de l'action. Alors évidemment, ça pose des tas de problèmes concernant le changement social, l'engagement révolutionnaire, etc., etc. Mais je crois que fondamentalement, nous avons dans cet après-midi, vous avez dans cet après-midi posé cette question. Et je crois que c'est une question tout à fait essentielle. Donc, comment revenir très rapidement sur les questions de ces tables rondes? Il y a eu toute une part de constat, un constat mitigé, avancé, reculé. Ce qui est sûr, c'est que depuis les années 70, ça a avancé, c'est incontestable. Et en même temps, pas assez de mixité, par exemple, dans les métiers, pas assez d'égalité de rémunération, de nouvelles notions à appliquer dans ce domaine, mais il faut le temps pour le faire. La question des retraites, la question bien sûr du temps partiel, enfin, etc. Je veux dire, bon, donc c'est toujours un constat, deux pas en avant, un pas en arrière, comme disait Margaret Marvani dans l'introduction il y a déjà plusieurs années d'un livre, des avancées, des reculs, etc. On est un petit peu sur cette question. Il y a quand même un point sur lequel, à mon avis, c'est ressorti de ce qui était dit, l'avancée très nette, c'est l'avancée de la connaissance. Bon, je veux dire, c'est pas le seul point. Daniel Kergoat disait, ça avance au niveau individuel. Évidemment que ça va mieux entre les hommes et les femmes depuis 50 ans, mais structurellement, nous disait-elle, du point de vue des rapports sous taux de sexe, ça n'est pas si simple, cette avancée n'est pas aussi évidente, etc. Et on peut dire évidemment aussi qu'à travers l'application du droit de l'égalité, très généralement, les mœurs ont changé. Mais il y a certainement aussi un domaine, et peut-être un domaine, je dirais, qui est particulièrement pertinent pour notre questionnement d'aujourd'hui, c'est le domaine du savoir. On sait de plus en plus de choses sur les chiffres en matière d'inégalité, sur, je dirais, les problématiques qui permettent de rendre compte des inégalités entre hommes et femmes dans la société. Je ne dis pas que c'est enseigné, bien sûr, c'est le débat d'ailleurs je veux dire, qui advient aujourd'hui. Est-ce qu'on enseigne assez? Mais en tout cas, il y a là, depuis une trentaine, une quarantaine d'années, l'accumulation d'un savoir. Donc, ce constat en demi-teinte, il fait quand même la place à des avancées très nettes et qui laissent espérer. Et puis, cette question fondamentale qui a traversé l'ensemble les deux tables rondes, c'est effectivement cette question du comment agir et cette question du rôle des différents acteurs, disons, au regard de cette action en matière d'égalité professionnelle, avec les logiques, disons, de ces différents acteurs. Alors, Françoise Milewski a posé effectivement des questions extrêmement pertinentes. J'y reviendrai. Éduquer à quoi? Éduquer qui? Éduquer, je dirais, à la négociation. Et au fond, c'est effectivement
une question, enfin, c'est le centre, disons, de cette question sur la formation. Alors, en même temps, Françoise nous a invités à, je crois, 7 points sur lesquels, à contempler 7 points sur lesquels la formation serait nécessaire, ce qui fait que là, nous sommes devant un programme absolument gigantesque, hein, je vais dire, bon. Et elle a parlé d'une question qui me semble vraiment importante. Elle a dit « éduquer pour convaincre ». Et là, je me permettrai de ne pas être forcément toujours d'accord avec elle, parce que je crois que l'éducation produit-elle la conviction? Ça produit l'ouverture des consciences, ça produit certainement des changements dans la sensibilité par rapport à ces questions, mais je pense qu'une formation à ces questions détachée de l'action immédiate, et ça a été, je crois, évoqué par Annie Coupé tout à l'heure, pose peut-être question. Je reviendrai sur cette question de savoir tout à l'heure si dans un certain nombre de contextes, est-ce qu'on forme pour agir ou est-ce qu'on forme pour ne pas agir? Et j'ai quelquefois l'impression que la réponse à la question n'est pas simple. Parce qu'on forme, il faut former encore beaucoup plus, et on se dit, bien entendu, on va convaincre. Mais dans une entreprise en particulier, la formation ne convainc pas les acteurs. Et la contrainte, par exemple, est certainement un outil de conviction beaucoup plus fort que la formation et que l'adhésion. Non, mais je dis ça parce qu'au fond, il y a quelque chose de beau dans l'égalité, c'est un principe agréable. La réalité est beaucoup moins agréable, à vrai dire, pour les acteurs. Et ça a été évoqué, tout ce qu'il y a à perdre, hein, toutes les remises en cause, toutes les... Bon, et donc, je crois que cette idée que l'idée d'égalité, enfin, je veux dire, comment on peut la critiquer? Elle est tellement belle, elle est tellement consensuelle, mais en réalité, ça ne se passe pas du tout comme ça quand on veut la mettre en œuvre. C'est infernal, cette idée, en réalité. Infernal. Bon, d'une certaine manière. Donc, voilà. Alors, ensuite, dans les différentes tables rondes, effectivement, ce qui a été passionnant, c'est au fond, de comprendre un peu la genèse de l'engagement. Et je pense que ce qui était exprimé pouvait probablement, je dirais, enfin, beaucoup de personnes pouvaient s'y retrouver. On a parlé disons, de révolte. On a parlé aussi de surprise face au décalage entre des principes et de la réalité. On a parlé de la découverte du droit comme arme. Et ça, c'est quelque chose qui certainement est à mettre du côté des acquis, disons, et des progrès. Car au fond, le droit, on y croyait beaucoup moins avant, on y croit quand même un peu plus maintenant, à l'application du droit. Daniel Kergoat nous parlait, disons, de cette prise de conscience qu'elle avait par rapport à ces révoltes des femmes, qu'il fallait comprendre, qu'il fallait analyser. Et puis, bon, Marilyn aussi est revenue sur une meilleure application du droit en matière de harcèlement. Et Françoise aussi sur son étonnement, toujours et encore, disons, de l'absence, au fond, de politique publique liée au constat que l'on pouvait faire concernant, disons, la non-mixité des métiers. Hein. Donc, dans cette première table ronde, ces engagements, ces surprises, ces recherches qui ont donné des prises de conscience débouchaient sur un certain nombre de préconisations. Au fond, qu'est-ce qui se passe quand on passe à l'action? Et là, tant Françoise que Françoise Vouillot, Daniel Kergoat, étaient au fond pas très optimistes de certaine manière. Cela ne change pas. On sait ce qui ne va pas, mais vouloir, le veut-on vraiment, hein? C'est toutes, disons, les questions que posait Françoise. Et Daniel disait, au fond, derrière le politique correct de la norme d'égalité, est-ce qu'il n'y a pas du piétinement? Bien sûr que cela bouge, mais est-ce que, sur le plan structurel, on a autant bougé sur le plan des inégalités structurelles qu'on pourrait le penser, hein? Christophe Dag et Marilyn Baldec étaient évidemment, comment dirais-je, enfin, en tout cas pour Marilyn, parce que Christophe posait la question de savoir comment mesurer les évolutions, hein. Et donc là, il y avait quand même effectivement aussi une question qui était posée. Dans la deuxième table ronde, au fond, ne pas se résigner, hein, sensibiliser. S'agit-il ici d'ailleurs, une fois encore, de formation ou d'action? On voit que dans cette deuxième table ronde, le dilemme existe aussi.
Et donc là, on nous a, Nathalie Ferré, bien sûr, également Michel Minet, nous ont parlé de leur engagement professionnel, de leur engagement associatif. Et là, on voit aussi comment c'est dans l'action, dans l'engagement, que se découvre, au fond, ce que Michel appelait la nécessité d'une société de décence. Hein. Bon. Et ensuite, quand on regarde ce qui se passe, enfin, Annick Coupet aussi nous a parlé de son engagement syndical et de au fond, de cette façon de découvrir sur le terrain l'analyse de la domination masculine. Michel Minet, dans la partie du présent, puisque cette table ronde abordait aussi la question, est revenu sur la question des résistances, de la complexité aussi, grille de classification, égalité dans une grille de classification. Quel travail, quelle remontée dans l'histoire, quelle analyse des facteurs d'inégalité. Là, il y a là quelque chose, si vous voulez, qui est toute la complexité technique de la question de l'égalité professionnelle. Hein. Nathalie, bien sûr, nous a montré, Nathalie Ferré, à quel point le droit pouvait être utile. Elle a donné des exemples dans le domaine de la santé, sur l'invisibilité d'un certain nombre de pathologies, la prévention des cancers, le travail de nuit, etc. Annick Coupet a aussi parlé de ce présent sous forme de progrès des outils, mais des outils sous-utilisés. Comment faire pour que ces outils soient des leviers pour permettre plus de choses? La formation syndicale. Je voulais rapporter aussi aujourd'hui le chiffre qui est dans le rapport de Brigitte Grésy sur les progrès de la négociation. La part de l'égalité professionnelle dans les formations syndicales. Je ne sais pas si quelqu'un se souvient de ce chiffre, mais il est relativement faible. Et donc, effectivement, la formation syndicale. Donc, ensuite, effectivement, bon, quand on parle du futur, là, on a des points très intéressants qui sont ressortis. Hein, ce rôle pédagogique des décisions de justice, qui est évidemment une chose que moi, je ne suis pas juriste, mais j'ai découverte notamment à travers le travail avec la HALD, ce que Michel évoquait, aussi Michel Minet, soutenir les femmes qui sont dans un conflit judiciaire. C'est vrai que ces arrêtés de jurisprudence sont tout à fait passionnants. Tout le monde peut les lire. Tout le monde peut comprendre, contrairement à ce qu'on pense, un arrêt de jurisprudence. Bien sûr, il faut se donner un peu de mal, c'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire, c'est accessible. Et on voit là une façon de raisonner sur les questions qui est différente du raisonnement spontané que l'on peut avoir par rapport à une situation. Et c'est extrêmement riche. Et moi, je rêverais effectivement de formations où on mette systématiquement à disposition des étudiants, peut-être sous une forme un peu édulcorée, un certain nombre d'arrêts de jurisprudence pour leur donner ces lunettes de l'égalité, ces réflexes d'égalité pour analyser les situations de recrutement, de formation, des situations d'entreprise auxquelles les étudiants, nombreux vont se trouver confrontés plus tard. Hein. Alors, Michel Michelet a aussi parlé de régression, évidemment. Bon, ensuite, je crois que, oui, Annick Coupet a évoqué cet enjeu des négociations, ces nouvelles pistes, et elle a évoqué cette question des lois plus contraignantes. Hein. Avec cette force qui devrait tous nous porter, c'est que l'égalité est un principe de plus en plus porté, de mieux en mieux porté par les femmes. Hein. Alors, juste, alors, les questions des tables rondes, les questions face à ces deux tables rondes ont été extrêmement riches, je ne vais pas pouvoir leur faire justice, mais je retiens quand même l'indifférence au droit soulevée par Anne Le Gall, parce que ça, je crois que c'est effectivement tout à fait important. Et ça, nous avons avancé. Il y a moins d'indifférence au droit. Au fond, le problème, effectivement, elle l'a bien posé, c'est que ce droit soit maintenant reconnu comme étant pas simplement un énoncé, une proclamation, mais ayant un effet concret, un effet en termes de décision de justice, un effet en termes d'argent, un effet en termes de changement dans une situation professionnelle. Voilà. Je passe sur tout ça parce que malheureusement, je n'aurai pas le temps. Mais je voudrais simplement en arriver pour terminer à quelques questions. Donc, en reprenant un petit peu pour les perspectives, sous forme de questions, ces perspectives sous forme de questions. Donc, former pour agir ou former pour ne pas agir, c'est dédouaner via la formation et prolonger ainsi une vision incantatoire de l'égalité qui accompagnera la non-action. C'est une question
difficile, mais je pense qu'on peut la poser. Former à quoi? Former à la détection des stéréotypes, bien sûr. Il faut découvrir, prendre conscience. Il y a beaucoup d'attentes, de réactions positives. Moi, j'ai participé à ces formations et c'est toujours extrêmement impressionnant de voir à quel point hommes, femmes ou le public en général sont intenses à propos de ces découvertes, de ces... Donc je crois qu'il y a vraiment là une grande richesse qui peut être développée. Mais ce n'est pas tout à fait pareil que former au droit au singulier et au droit au pluriel, hein. Et là, je crois que ça a été dit, le droit comme apprentissage de nouvelles normes. Qu'est-ce que c'est que l'égalité de traitement? Qu'est-ce que c'est que la discrimination indirecte? Enfin, tout ça, ce sont des notions, je dirais, qui sont, encore une fois, pas si difficiles à comprendre, mais qui ne s'improvisent pas, qui ne s'inventent pas complètement, en utilisant la jurisprudence, encore une fois. Mais je dirais qu'au-delà de ça, il reste à s'interroger s'il y a assez de ces formations où on forme à une capacité de diagnostic des situations d'inégalité dans les organisations en matière d'emploi, alors à l'aide de notions comme discrimination indirecte, discrimination systémique, parce que les inégalités sont bien sûr le fruit des comportements des individus, mais aussi de logiques sociologiques, économiques, systémiques, justement. Et par conséquent, éduquer à l'égalité, ce n'est pas seulement parler des stéréotypes, c'est aussi aborder la question de la dynamique conflictuelle des rapports sociaux de sexe, ou encore la domination masculine dans ses différents effets et ses différentes conséquences. Et là, je pense qu'il faut vraiment s'interroger sur le fait de savoir, et certaines formations pour nos futurs décideurs, je pense notamment à Présage, qui est qui est une initiative de Sciences Po, on s'interroge assez sur la façon dont on peut éclairer les décisions, pas simplement les esprits, pas simplement les cœurs, mais apprendre comment on intègre la question de l'égalité dans une décision. Pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait pareil. La décision sur une politique, qu'elle soit d'entreprise ou qu'elle soit publique, c'est ça le mainstreaming, hein, c'est intégrer la question de l'égalité dans la décision, dans la définition de la politique et dans la décision. Et ça, je pense qu'on confond peut-être un petit peu quelquefois l'ouverture des cœurs et des esprits, la sensibilisation et la formation des acteurs en situation d'agir et de décider. Et nous ne sommes pas tous également en situation d'agir et de décider. Bon, c'est pas simplement pour dire qu'il faut former que l'élite, c'est pas du tout ce que je veux dire, hein, bien entendu, hein. C'est former des acteurs, et donc ça veut donc dire effectivement lier la formation, j'y reviens toujours, à une action syndicale, une négociation, bon, je crois que c'est vraiment... Et de la même manière que donc effectivement éclairer les décisions des managers et des cadres, éclairer les DRH, les responsables de gestion des ressources humaines, c'est effectivement dans un budget peut-être d'entreprise aussi important que d'informer, que de former. Il faut former tout le monde et il faut qu'ils se forment aussi, hein, je veux dire, bon, voilà. Former à l'égalité aussi dans le contexte d'une transversalité, je crois qu'il y a quand même des pistes quand on sait qu'effectivement, il y a maintenant, et ça c'est peut-être quand même l'avantage d'une évolution vers la diversité. Je veux dire que quand on traite de populations comme celle, ou de catégories, comme celle des personnes handicapées, ou comme celle des personnes d'origine étrangère, il y a différentes catégories de victimes des discriminations. Et je veux dire, bien qu'il ne faille jamais confondre la diversité et l'égalité, et bien qu'il ne faille pas confondre le traitement des discriminations avec la question de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, je crois qu'il faut bien serrer les questions. Je ne suis pas pour prêcher l'amalgame, mais néanmoins, je pense que cette période où nous sommes peut être favorable à la diffusion d'une culture de l'égalité, d'une culture de la décence, comme disait Michel, et qui ne concerne pas que la question des femmes et des hommes. Les stéréotypes, le plafond de verre, etc., concernent évidemment beaucoup de catégories, hein. Donc voilà. Et puis, dernier point, former ou agir. Peut-on considérer que la formation à l'égalité conduit naturellement à agir davantage? J'y reviens toujours un petit peu. Et agir mieux en matière d'égalité professionnelle. Donc, effectivement, il ne faut jamais faire l'impasse sur la façon dont on va articuler, hein, cette formation avec, disons, celle de la volonté d'agir. Comment réaliser cette égalité? À quel coût? Avec quel degré de contrainte pour les acteurs? Car on le sait, la mise en œuvre de l'égalité implique un certain degré de contrainte.
Est-ce qu'il faut aussi accepter cette idée que l'égalité, c'est ce qu'on constate? Et c'est triste, mais l'égalité est souvent juste quand elle est utile. C'est pour ça qu'on peut dire que les femmes apportent à la performance des entreprises et qu'on peut effectivement, à ce moment-là, les faire entrer dans les conseils d'administration et dans les comités de direction avec des arguments très spécieux qui ne seraient pas ceux du droit, mais ceux de la contribution à la performance. En même temps, peu importe le flacon, dans un certain nombre de cas, pourvu qu'on ait l'ivresse. Donc, il faut voir aussi. C'est la réalité. Donc, voilà. Donc, accepter aussi cette idée, contrairement, mais ça a été très bien dit d'ailleurs, que tout le monde n'a pas à gagner et que la mise en œuvre de l'égalité fait aussi perdre des choses à un certain nombre de personnes. Et que c'est ces personnes-là qu'il n'est pas si facile de convaincre avec cet idéal et ce principe fondamental de justice. Voilà. Voilà, je m'arrêterai là. Je vous remercie. Merci beaucoup.